Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné comme toujours cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci. Après cette semaine bien chargée, mais écoute, ça va bien. J'ai pas beaucoup joué, donc je vais pas avoir un très gros débrief de ma semaine. Mais par contre, je pourrais vous recommander de regarder Dan Dadan qui est sorti en animé. J'avais fait la chronique il y a longtemps au tout début. Dan Dadan ? Ouais, Dan Dadan. J'avais fait la chronique de l'animé, du manga, et là l'animé est sorti. Il y a un épisode pour l'instant, c'est dispo sur ADN en VF, Crunchyroll en VO et Netflix aussi. Donc tu vois, simultané sur les trois plateformes. C'est cool, ça. Ouais, c'est plutôt cool. Et c'est toujours aussi bien, c'est très très fidèle au manga, donc c'est vraiment bien. J'ai testé aussi la démo de Métaphore Rifantasio, donc par Altus, les gars qui ont fait les Persona. Moi, Persona, je suis un peu passé à côté de la licence. C'est pas un truc, je maîtrise pas très bien les Persona et c'est dur de se mettre dedans. C'est des jeux, tu sais, avec une énorme durée de vie et voilà, ça demande un certain investissement que je n'ai pas envie de faire, j'avoue. Oui, tu m'étonnes. Et enfin, sur mon mobile, dans le train, dans les transports, je joue à Balatro. Donc j'en dis pas trop, c'est un jeu de l'enfer qui aspire ton âme et ton temps. J'en ferai une chronique du coup d'un jeu mobile qui va arriver tout bientôt. Et toi du coup ? Moi cette semaine j'étais quand même assez productif, donc je continue Zelda bien sûr. Je me suis remis sur un petit jeu indépendant narratif que j'avais beaucoup apprécié à l'époque et j'avais envie de le refaire. C'est Road 96 ou Roi de 96 dans la langue de Jean-Luc Lahaye. Pourquoi Jean-Luc Lahaye ? Je sais pas, c'est le premier mot qui m'est venu comme ça. Je voulais dire Francis Lalanne, j'ai dit Jean-Luc Lahaye. Bon. C'est pas grave. Okay. Voilà, c'est pas la même ambiance on va dire. Non. Et comment dire, c'est très très cool forcément. En fait j'ai commencé un jeu il y a quelques semaines et j'avance et je pensais que j'allais avancer plus vite que ça, donc je pense pas en faire de chronique parce que le jeu est très très gargantuesque. Tu sais, c'est le dernier Like a Dragon, Infinite Trails. Ouais. Autant te dire que je suis déjà quasiment 90 heures de jeu, j'ai l'impression de pas en voir le bout tellement le jeu m'emmène à droite à gauche, mais vraiment. Et dense, c'est incroyable, donc je pense pas faire un test là-dessus, il faudrait limite une émission spéciale pour ça. En tout cas, c'est un très 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 grand jeu qui pour moi, juste pour faire une aparté, c'est le meilleur de la Yakuza auquel j'ai joué en fait. Donc pour l'instant, je suis vraiment plus que conquis et c'est vrai que j'essaye de me faire une soirée sur ce jeu par semaine pour pouvoir avancer. Mais disons que celui-ci, je me le picore à titre perso en fait. Tu vois, je vais pas le lier à la taverne du coup. Donc petite recommandation du coup. Donc c'est une petite recommandation tout à fait. J'ai vu Joker 1 en prévision de Joker 2 qui sort, Folia 2 qui est sorti du coup quand vous écoutez ce message, et je l'aurai vu car je vais le voir dimanche, donc je pense faire une chronique derrière dans la foulée en tout cas. Bon, pas mal. En parlant de chronique dans la foulée, qu'est-ce qu'on a prévu de beau cette semaine ? Peux-tu nous dire le sommaire s'il te plaît ? Alors cette semaine, 2 sujets très intéressants, donc Assassin's Creed Shadow, donc qui fait beaucoup parler de lui et c'est un sujet vraiment intéressant pour le coup. Après, on va débriefer le TGS en mode light et rapide, parce que voilà, je considère qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire, mais tout de même. Après, le jeu de la semaine en chronique, donc c'est toi qui t'y colle, mon cher Kira, et c'est Warhammer Space Marine 2. Et enfin, une chronique bande dessinée, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle L'arme du yokai. Impeccable. On a un petit point au début, tu sais, de chaque émission. Je vais voir si t'allais oublier, justement. Ah non, j'oublie pas. Maintenant, moi, ça y est, c'est acquis. Ouais. Où nous retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir la taverne ? Alors oui, les 5 étoiles sur les applications de podcast, on le dit à chaque fois, on quémande, mais si vous nous aimez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et si vous nous aimez pas, mettez quand même 5 étoiles, on sait jamais. Voilà, ça c'est toujours utile. Et sinon, vous nous retrouvez sur tous les réseaux et le site web avec le formulaire qui vous permet de nous rentrer en contact directement avec nous. Donc, n'hésitez pas. C'est parti, on attaque. Donc, le générique et la première news.
Ubisoft a récemment annoncé le report de la sortie d'Assassin's Creed Shadow au 14 février 2005, donc le jour de la Saint-Valentin, ce qui est assez cocasse. Initialement prévu pour novembre 2024, ce report a été justifié par la nécessité de peaufiner le jeu et de corriger divers problèmes techniques et historiques. Donc le jeu souffrait de nombreux bugs signalés par les développeurs depuis plusieurs mois. Ubisoft a finalement décidé de prendre le temps nécessaire pour résoudre ces problèmes afin de garantir une expérience de jeu fluide et optimale pour les joueurs. De plus, la suite a quand même en ce moment, enfin cette suite, de plus, ce jeu a quand même une sacrée shitstorm en ce moment sur les réseaux sociaux, surtout du côté japonais. Le personnage de Yasuke, donc un samouraï noir, a suscité des critiques pour son interprétation historique. Et Ubisoft a donc décidé de retravailler l'histoire et certains éléments culturels pour mieux coller aux sources historiques. Donc l'intervention tardive d'historiens spécialisés a nécessité des ajustements plus importants que prévu, donc ce qui explique aussi ce report. Et aussi, ça va être de news en news. D'après les informations souvent fiables du journaliste Tom Anderson, Assassin's Creed Shadow proposera un mode coopératif. Cependant, ce mode ne sera pas disponible au lancement du jeu. Donc le mode coopératif, dont le nom de code est League, n'a pas de date de sortie fixe, donc en raison du report du jeu. Toutefois, les sources semblent indiquer que ce mode est en développement déjà bien avant le report, donc c'est pas une chose de dernière minute, ce qui fait quand même assez plaisir. Et c'est pas la première fois qu'Assassin's Creed a un mode coop, parce que je sais pas si tu te souviens, le Assassin's Creed Unity qui se passait à Paris avait pas mal de missions scénarisées qu'on pouvait jouer jusqu'à 4, et c'est vrai qu'à l'époque c'était très très cool. J'avais pu faire ces missions scénarisées avec un collègue de l'époque, on s'était beaucoup marré, et donc ça fait plaisir en tout cas de savoir que cette feature pourrait arriver. Le report de quelques mois suffira-t-il à faire oublier les différents bad buzz d'Ubisoft et de ses jeux? C'est une question quand même assez complexe qui mérite d'être posée, car si ce délai permet effectivement de corriger les problèmes techniques et d'améliorer la précision historique, pourquoi pas, ça peut même redorer l'image de l'éditeur. Cependant, la confiance des joueurs est quand même assez érodée par les précédents échecs comme le dernier Star Wars Outlaws. Ça pourrait peut-être nécessiter un report plus long. En tout cas, ce que j'espère, c'est que les équipes ne sont pas en train de cruncher. Je sais pas toi. Ouais, carrément. Après, moi, je vois toujours les reports plutôt comme une bonne nouvelle, plutôt que de voir le verre à moitié vide. Je trouve ça plutôt bien, comme tu l'as dit. Je préfère aussi, c'est un bon mood. Réajustement, s'il y a des bugs, et il y en avait sur Star Wars Outlaws, donc en fait la copie officielle d'Ubisoft, c'est davantage pour peaufiner le jeu et corriger les bugs, parce qu'il y avait eu, c'est vrai, tu l'as dit, tu l'avais d'ailleurs précisé dans ta chronique, surtout le lancement pour les joueurs PS5 et tout, enfin ça a été vraiment compliqué Star Wars Outlaws, compliqué, ouais. Donc il faut pas revivre la même chose évidemment avec ce Assassin's Creed, et c'est les influenceurs, les insiders du coup qui avaient agrémenté le reste. C'était une enquête, je crois, faite sur je sais plus quel site, mais en effet c'est un site qui est généralement bien renseigné. Après moi je prends toujours avec des pincettes ce qui vient de ces sites-là ou ces insiders, parce que leur fond de commerce c'est le buzz, surtout quand il est mauvais, ouais. Donc mais en tout cas si on se base sur ce qui est factuel et dit par Ubisoft et même la conjoncture, le report du jeu, il y a Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei du coup qui a fait qui a cartonné, qui a cassé un peu le net. Il y a Star Wars qui a déçu. Donc sur ces bases-là, moi je trouve que ce report est plutôt sain. Il est sain pour l'entreprise, sain pour les employés, ça c'est ce que j'espère, hein. Je travaille pas avec eux en interne, mais en tout cas je le souhaite. Et aussi peut-être que ça va offrir une bouffée d'air à Star Wars qui fonctionne pas bien, et lui laisser peut-être le champ libre pour les fêtes si des personnes veulent investir sur le jeu. Parce que je trouvais déjà de base un peu bizarre le fait de sortir, tu sais, on en avait un peu parlé, deux jeux comme ça, un peu majeurs, un majeur, un peu en cascade comme ça, je trouvais ça bizarre. Donc, si ça offre une bouffée d'air à Star Wars, aux salariés, et en plus ça leur permet de faire un jeu canon, c'est une très bonne chose, surtout que là, pour le coup, ce jeu-là, c'est vraiment leur baroud d'honneur, quoi. C'est le jeu qu'il faut absolument réussir. Donc voilà, moi je vois ça plutôt d'un bon œil, et j'espère qu'ils vont s'en tirer, parce qu'il y a l'air d'avoir eu un travail colossal sur ce jeu, qui fait très envie en plus, hein. J'ai vu encore des trailers aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait envie. S'il y a le mode coop, on l'espérait, on l'avait dit aussi dans la Terre qu'on espérait qu'il y ait un mode coop, on l'avait dit. Si ça se fait, franchement, là c'est trop cool. Moi ça me fait vraiment, c'est ça qui me ferait passer à l'acte d'achat, sachant que j'achète pas les Assassin's Creed. Si on peut le faire en coop, tu vois, là je passe à la caisse direct, je me pose même pas la question, quoi.
C'est clair, dès la sortie du mode coop aussi, ça peut être intéressant. Après aussi, je parlais avec beaucoup de gens sur Twitter, des personnes qui me disaient qu'ils avaient pas acheté Star Wars justement en prévision du Assassin's Creed parce qu'ils avaient pas les moyens d'acheter deux jeux. Bien sûr, ou au contraire, des gens qui avaient acheté Star Wars et qui voulaient pas prendre Assassin's Creed parce que pareil, au moins il y a pas 2 mois qui se séparent, là il y a peut-être du coup quasiment 6 mois maintenant, et au final ça va peut-être redonner un petit coup de boost à Star Wars qui en a quand même besoin, car de mémoire je crois que c'est vendu aux alentours d'1 million d'exemplaires, ce qui est quand même très très peu pour un jeu de cet acabit, et surtout pour une licence aussi grande et grosse que celle de Star Wars. Ouais, carrément. Et puis, du coup, il y a la sortie Steam aussi de Star Wars Outlaws parce qu'ils ont changé leur philosophie vis-à-vis du jeu PC. Le 21 novembre 2024, donc la fiche Steam est là, vous pouvez mettre le jeu dans votre panier. Ça va booster les ventes. Donc, ces chiffres, oui, de 1 million, pareil, ils ont fuité. Est-ce que c'est la vérité ou pas ? Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il déçoit. En tout cas, en termes de volume de vente, ça c'est une certitude. Et pour revenir au mode coop, ce que j'ai bien aimé, Kira, c'est que ça fait vraiment en plus un élément un petit peu différenciant de Ghost of Tsushima, enfin Ghost of Yotei, tu vois, qui serait plutôt vraiment une aventure très solo, qui sera certainement magnifique, il y a aucun problème. Mais on met toujours un peu ces deux jeux en comparaison, ce qui est un tort peut-être. Mais là, tu vois, ça fait un petit élément différenciant qui serait vraiment vraiment appréciable. Et je sais que l'autre jeu là, Rise of the Ronin, avait plu pour cette capacité coop. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui, en plus, est recherché par les joueurs aujourd'hui. Surtout de plus en plus, je vais en parler tout à l'heure avec Warhammer, oui, mais tu fais bien de me le rappeler, Sid, par rapport à la sortie Steam, parce que justement, Assassin's Creed Shadow sortira Day One sur Steam, et ça aussi, c'est une grande nouvelle, et c'est vrai que j'avais oublié d'en parler. C'est très très bien, ouais. Donc en fait, on a fait 3 news dans une news. On optimise à la tête. C'est vrai. Donc parlons un peu du Tokyo Game Show qui ira pour continuer. Donc salon de jeux vidéo très connu Tokyo Hit, qui est dans le quartier de Shiba d'ailleurs, un quartier très connu, donc rien à voir avec le petit chien, le Shiba qui est tout mignon. Ouais, je préfère le Akita. Oui, c'est vrai que le Akita est un peu plus majestueux. Est-ce que tu sais depuis quelle année existe le Tokyo Game Show ? Moi j'ai été choqué quand je l'ai lu sur Wikipédia tout à l'heure. Oh, je dirais depuis la sortie, peut-être la sortie de la NES, oui, début des années 80, 85 peut-être. Ah non, un peu plus vieux quand même. 96. Ah, 96, oui, d'accord, ok, donc j'étais vraiment trop loin. Mais je pensais, que c'était... Septembre 96, au début il y avait deux Tokyo Game Show, il y en avait un au printemps et un en automne. Celui au printemps a disparu au profit de celui-là qu'on a vécu cet automne. Donc sur 4 jours, le vendredi est réservé aux pros et il se termine, enfin sur 3 jours, pardon, et il se termine le dimanche pour les particuliers. Et que dire finalement sur ce Tokyo Game Show ? Je vais un peu t'étonner. Donc j'ai gardé un jeu où on va faire un focus parce que là il y a vraiment plus de choses qui ont été dites. Mais sinon, Kira, c'était un beau salon. Moi j'ai suivi un peu le truc, j'ai regardé pas mal de vidéos, justement d'insiders qui étaient sur le terrain et qui nous montraient des beaux stands. Et en effet, il y avait des stands magnifiques. On pouvait jouer à Monster Hunter Wild et ça, je pense que tous les deux on était jaloux des personnes qui. Oui, j'ai eu pas mal de retours en plus. Et mes craintes que j'avais, a priori, ils ont entre guillemets casualisé le gameplay. Et ce que je reprochais aux 2 Monster Hunter que j'ai testé, du coup, la je vais pas continuer, je pense, que c'était trop rigide. Et là, ça a l'air d'être corrigé et c'est cool. Donc pour moi, je pense que ce sera Day One. Et moi aussi, mais par contre, je ferai la chronique. Je te la pique celle-ci, parce qu'il n'y a pas de raison. Vas-y, t'inquiète. Là, c'est mon jeu du kiff. Oh, ça va, je te laisse Silent Hill. Non, mais oui, j'allais parler de Silent Hill 2, justement. Très beau stand aussi, possibilité de jouer au jeu, donc c'était très cool. Ça, c'est un petit stand aussi qui m'avait fait de l'œil. Dragon Ball Z Sparking Zero, aussi très cool. Métaphore Refantasio qui avait fait un truc très joli, avec une belle déco. Enfin, tu vois, ce qui m'a marqué, c'est vraiment l'investissement des éditeurs sur leurs très gros jeux. Mais du coup, les salons, je trouve, qui sont de plus en plus privés des annonces ou des exclusivités. Il n'y en a, je crois, pas eu de majeur. J'ai fouillé, j'ai tout regardé, j'ai regardé beaucoup de replays. J'ai pas trouvé une annonce d'un nouveau truc annoncé au Tokyo Game Show. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les éditeurs, les gros constructeurs, Xbox, PlayStation, Nintendo, se les réservent davantage pour leur format. Je pense qu'ils casquent, et c'est réservé d'ailleurs plutôt ça doit coûter cher, oui. Ouais. Mais du coup, l'inconvénient, c'est que ces salons, il n'y a plus de grosses annonces, mais par contre, l'intérêt, c'est pour les personnes qui y vont, c'est qu'ils peuvent mettre la main sur les jeux, ils peuvent y jouer, et donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est Pragmata. Tu sais, je sais pas si ce jeu-là, il te parle, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler d'ailleurs, c'est le jeu de Capcom. C'est leur très grosse licence, Capcom. Ah, l'espèce de Tower Defense un peu bizarre. Non. C'est pas un Tower Defense bizarre, on n'a pas vu le gameplay encore, c'est un truc qui est à moitié futuriste et tout, avec une petite fille qui a des pouvoirs un peu chelous. Faudra que tu checkes par exemple. Ça me tente de ouf.
En vrai, ça a l'air super beau. C'est la prochaine très très grosse licence de Capcom, mais je pense que là pour l'instant, tu vois, ils font cartouche par cartouche et là c'est Monster Hunter. Et derrière, ils vont ressortir Pragmata. Donc regarde sur le net. Il y a Resident Evil aussi qui est prévu dans la foulée. Donc Voilà. Donc ils se réservent des cartouches comme ça. Mais le moment fort, donc pour moi, ça a été... en fait, ça a été, même dans le format, ça a été particulier. C'est Death Stranding 2 où ils avaient fait Special Stage. Donc... Kojima avec toute l'humilité qu'on lui connaît, hein, Kira, notre cher Kojima, il a fait une présentation d'1h30 de son jeu. Montgolfière. Alors, en plus, c'était que en japonais. Bon, il y avait des intervenants anglais, donc là, j'arrivais à raccrocher un peu les wagons, mais sinon, je laissais ça en fond. Mais on a découvert des nouveaux personnages, dont celui interprété par George Miller, donc Tarman, qui a l'air vraiment un personnage un peu énigmatique. Ça va te plaire avec un petit chat avec des ailes et tout, enfin, un truc un peu sympa. Oui, j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu. Il y a eu Dollman, donc ça c'est la poupée en stop motion interprétée par Fatih Sakin, le réalisateur turc-allemand là. Ça, je trouve ça trop cool. Ouais, vraiment la petite poupée elle est trop mignonne. 2 personnages féminins aussi, Rainy et Tomorrow. Qui ont un très bon chara design. Ouais, carrément. Bah après il y a des actrices assez connues derrière, donc Shiori Kutsuna et Elle Fanning. Donc je comptais pas le dire, mais comme tu l'as évoqué. Elle Fanning qui a joué dans son tout premier film, on l'a vu ensemble au cinéma d'ailleurs. C'était quoi ? Un film que tu n'as pas aimé. Ah, c'était quoi ? C'était Super 8 de J.J. Abrams. J'ai pas du tout aimé, tout à fait. Donc je l'ai oublié. Elle devait être très jeune du coup. Elle était très jeune. Elle faisait partie de la bande des enfants là. Ouais, c'est ça, elle avait peut-être 13-14 ans max. Après, il nous a fait un petit focus sur le travail de doublage qu'il y a dans les jeux. Donc de toute façon, on sait que techniquement, il met la sauce. On a vu Hertman d'ailleurs... qui prend les traits de Nicolas Winding Refn. Je sais pas si tu connais cet acteur. Mais en tout cas, voilà, un personnage iconique. Bon, il a fait le show aussi. Il y avait un groupe de musique. Il y avait un clip de musique fait avec son système de motion capture qu'il a dans son studio, lui permettant de vanter un petit peu les mérites de ce qu'il fait. Il a parlé du mode photo, qui va s'appeler Shunt Event, donc un mode photo encore amélioré. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, parce que, en fait, il rend l'expérience un peu ludique et interactive. Quand tu déclenches le mode photo, ça fiche pas l'image. Au contraire, les personnages vont plutôt poser pour toi. Ils tapent la pause, c'est ça. Ouais, ils tapent la pause, ils vont dans des interactions et tout. Et je me dis, bah là, encore une fois, c'est malin. Il nous fait vivre une expérience un peu différente. Il est le seul à avoir pensé à ça. Enfin, de ma connaissance. Et en plus d'être magnifique, bah ça rajoute un truc un peu fun que lui seul a le secret. Et il a même fini... ça permet de s'attacher aux personnages aussi. Enfin, c'est cool, ce moi qui suis un adepte du mode photo, et c'est vrai que là, d'avoir des personnages qui bougent et qui vivent, on a vraiment cette sensation que c'est peut-être des proches, et je pense que ça va être la chose, pour moi en tout cas, la plus-value qui pourrait me faire passer à la caisse. Ouais, c'est un petit game changer. Ça crée une sorte de proximité. J'ai vu ça, je fais bah ouais, en fait, mais enfin, évidemment, tu vois, c'est le genre de truc, tu te dis, bah ouais, mais c'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Surtout que le jeu s'y prête bien. Donc plutôt cool. Il a montré aussi sa gamme de vêtements de Death Stranding, donc des vêtements qui, je pense, coûtent cher, mais qui sont vraiment très beaux. Et il a annoncé Koji 10, donc sa petite radio. Il va lancer une radio, donc j'ai pas les détails, mais en tout cas, voilà, une présentation d'1h30 avec des intervenants, avec de la musique, assez sympa. Franchement, il a fait son show. Donc finalement, moi, c'est le seul vraiment élément que j'ai trouvé qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Moi, de mon côté, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une vidéo de gameplay qui est tombée sur le Metal Gear Solid Delta, que j'attends beaucoup. Et alors, très conquis par l'aspect esthétique, un peu plus déçu par un aspect, en fait, car le jeu... Au-delà d'être un remake, j'ai plus l'impression que ça ressemble à un remaster en fait, parce que les zones que je m'attendais à avoir des zones plus vastes, on va dire, dans le jeu. J'ai l'impression moins segmenté que le jeu de base. Voilà, bah en fait j'ai l'impression qu'ils ont gardé la même segmentation et on va dire des parties de jungle en couloir, tu vois. Et ça m'embête un peu parce que moi je voulais vraiment faire mon Big Boss, mon Rambo dans la forêt et tout. Et c'est vrai que passer après un Metal Gear Solid 5 où on pouvait se balader comme on voulait, où c'était quand même très très fluide, j'ai un peu l'impression de régresser. Après, on va voir ce que ça a donné manette en main, mais en tout cas, sur la vidéo que j'ai vue, c'est tout le prologue en fait jusqu'à la scène du pont. Pour ceux qui connaissent le jeu et se rappelleront, la fameuse grande scène du pont. Et bah ça, voilà. Donc je vais le faire, c'est sûr. Je suis très très fan, donc moi le côté jeu linéaire ne me gêne pas. Mais c'est vrai que j'attendais quand même quelque chose de plus ouvert et voilà quoi. C'est vraiment la chronique en tout cas que j'attends avec impatience que tu nous fasses parce que ton regard va être intéressant. Surtout que je vais faire les deux en parallèle.
justement. Ah bah oui, donc ouais, non, carrément. Comme j'ai fait pour Dead Space à l'époque. Ça va être très très sympa. Bah, j'espère que tu seras pas déçu en tout cas, parce que je sais à quel point tu es fan, donc je te souhaite de kiffer. Je ne le ferai certainement pas, mais j'avais beaucoup aimé le 5 par contre. Moi, c'est un de mes préférés, tu vois, le 5. Mais j'ai pas l'affect que tu as pour la saga. Oui, pour la saga, tout à fait. Ainsi se terminent les news. On va passer sur le gros sujet de l'émission de la semaine, donc un gros jeu de bourrin bien comme je les aime. On va parler de Warhammer 40 000 Space Marines 2. Et juste avant la chronique, vous allez entendre le main title, musique. Comme ils appellent ça. C'est la musique, on va dire, emblématique du jeu. Musique douce à la clarinette, je suppose. Hein, ouais, avec quelques percussions en plus. Ouais. T'as un peu l'impression d'être dans le Mordor quand tu l'écoutes. Ouh. Warhammer 40 000 Space Marines 2, donc développé par Saber Interactive et publié par Focus Entertainment. C'est un projet ambitieux qui a été conçu pour offrir une expérience fidèle à l'univers Warhammer 40 000 j'entends bien, tout en évitant les écueils des microtransactions et en proposant une aventure solo jouable intégralement en coopération à 3 joueurs. Je vais faire un petit laïus pour vous expliquer mon passif sur Warhammer, car depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par l'univers de Warhammer 40 000. À la sortie du collège, je passais souvent devant la vitrine de mon Games Workshop local, les yeux brillants d'excitation. J'imaginais de terribles combats entre les figurines, ces petites œuvres d'art qui me faisaient tant rêver. Mais t'avais pas de sous. Voilà, c'est ça. Quelques années plus tard, et malgré cette fascination intacte, j'ai jamais sauté le pas. Entre les figurines, les décors et la peinture qui coûte une burne, et mon manque de talent pour la peinture, je me suis toujours tenu éloigné de ce monde. Alors pourquoi ? Parce que je suis une personne qui se passionne très facilement et qui peut facilement sombrer du côté obscur de la collectionnite, ce qui pourrait faire exploser mon PEL. Space Marine 2 donc est ma première incursion dans cet univers. C'est une manière pour moi de vivre enfin ces batailles épiques sans les contraintes matérielles et artistiques qui m'ont toujours freiné. De plus, étant un fan absolu de la saga Gears of War, qui a clairement pompé son inspiration dans cet univers, j'étais cruellement en manque de TPS science-fiction bourrin et bas du front. Les premières vidéos de gameplay m'ont impressionné par leur nombre d'ennemis à l'écran et ce côté next-gen et surtout l'envie de vivre des aventures immense avec mes frères d'armes. L'idée de créer Warhammer 40 000 Space Marines 2, donc je dirais Space Marines 2 à partir de maintenant, parce que ça va être long sinon, est née de la volonté de Focus de redonner vie à une franchise apprécié, mais quelque peu oublié. Le premier opus est sorti en 2011, il était édité par Sega à l'époque, avait laissé une impression durable grâce à son gameplay dynamique et son respect envers l'univers, bien que jugé trop classique et assez court pour l'époque. De plus, il n'avait pas réussi à s'imposer face à des titres concurrents comme Gears of War 3, le fameux justement. Avec Space Marine 2, l'objectif était clair, offrir une suite qui non seulement honorerait l'héritage du premier jeu, qui le surpasserait sur tous les domaines, et qui pourrait aussi inciter de nouvelles personnes à cet univers si riche, voire à les faire passer à la caisse pour acheter des figurines. C'est aussi ça un peu le but de ce genre d'univers étendu. Et d'ailleurs, les figurines qui ont connu un bond assez impressionnant après le jeu, j'ai plus le chiffre en tête, mais en tout cas, le jeu qui s'est vendu, je crois, en 2 millions en 24 heures,
a eu des répercussions sur les ventes de figurines. Donc Games Workshop doivent se frotter les mains. Donc d'ailleurs notre cher ami Eric Anna qui lui a succombé dans la collectionnite aiguë. Il a été faible, le pauvre. Voilà, donc il passe beaucoup de temps au Games Workshop du Point et c'est vrai que la vendeuse lui a dit qu'il y avait eu énormément de personnes qui étaient intéressées, qui venaient faire, tu sais, des petits stages de peinture, d'initiation à la peinture et tout, pour justement appréhender au mieux l'univers et les rudiments de la peinture. Encore une fois, moi je casse les choses, je ne les construis pas. Donc voilà, donc pour dire, ça marche plutôt bien et c'est ce qu'il recherchait quand même avant tout. Peut-être que là, du coup, il est en train de nous écouter le pinceau à la main en train de faire ses petites figurines. Même pas, c'est ça. C'est son ami qui le fait. Donc, il a délégué. Il sous-traite en fait. Il sous-traite. Il achète, il va jouer, mais il délègue la peinture. Bon, la personne aime beaucoup la peinture en tout cas. Je lui fais un petit coucou également. Big up. L'un des aspects les plus louables du jeu est l'engagement de Focus Entertainment à créer un jeu sans microtransactions. Donc, dans une industrie où l'achat in-game sont devenus monnaie courante, cette décision est quand même rafraîchissante et montre un véritable respect pour les joueurs. Les développeurs ont voulu que chaque joueur puisse profiter pleinement du jeu sans avoir à dépenser plus que le prix initial. Donc il existe néanmoins un Season Pass, mais c'est un Season Pass full cosmétique, donc avec du contenu qui sera distillé sur une année. Mais tout ce qui est mode de jeu, personnages, les classes ou les ennemis supplémentaires, ou même des nouvelles missions, tout ça, ce sera gratuit. Bravo. Et ça, c'est quand même le très bon mood. Ensuite, nous débutons donc le jeu par une campagne solo, donc qui ne peut pas être skippée. C'est-à-dire, on est obligé de lancer cette fameuse campagne, et cette campagne peut être jouée intégralement en coopération à 3 joueurs. Donc cette fonctionnalité est vraiment le cœur de cette expérience, car elle permet aux amis de vivre ensemble et en toute camaraderie cette grande aventure. Le jeu met en scène le lieutenant Titus, un personnage emblématique de la série, donc que je ne connaissais pas du coup, qui doit mener son escouade contre les féroces Xenos, donc des espèces de xénomorphes à la Alien ou à la Starship Troopers. Donc ils sont, on va dire, pareil, un élément important du lore de Warhammer. Et leur but, en fait, ça va être de traverser des niveaux tout droit vers la victoire. Donc la coopération ajoute une dimension stratégique rendant chaque mission encore plus palpitante, et ce malgré un scénario quand même très prétexte. Le scénario, c'est aller à un endroit, faites pam pam boum boum, survivez à tel endroit, faites pam pam boum boum. Voilà, c'est juste histoire de kiffer, mais sans plus. Nous avons ensuite le mode opération, donc qui est un scénario en parallèle de l'histoire principale. Ce scénario se débloque au gré, en fait, de notre avancée dans l'histoire principale, parce qu'en fait on va jouer une autre équipe qui va faire des missions annexes sur les planètes où on va se trouver, mais dans des lieux différents. Donc ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas à utiliser les lieux existants, en fait ils ont vraiment modélisé d'autres lieux pour avancer dans l'histoire, donc ce qui va émerger encore plus profondément le joueur dans cet univers, et en plus on va se retrouver avec des missions très très différentes, et c'est là beaucoup plus variées, et c'est là qu'intervient le premier pas vers le mode multi, parce que contrairement à la campagne principale où on incarne des personnages spécifiques, dans ce mode on va pouvoir personnaliser nos propres Space Marines, donc nos propres Ultramarines, même c'est comme ça qu'ils s'appellent, avec un choix de 6 classes, donc chacune très distincte, avec leurs propres arbres de compétences et leur propre barre d'XP. C'est-à-dire, si on commence par exemple avec la classe Sniper, on va gagner de l'XP pour cette classe-là uniquement. Et si on souhaite partir sur une classe, on va dire plus une classe de brute ou d'artilleur, en gros, notre personnage est à 0, il va falloir l'évoluer aussi de son côté. Donc ça nous oblige à nous spécialiser et à jouer avec la classe qu'on désire en tout cas. Ensuite, chacune de ses propres classes a ses propres armes et ses capacités spéciales qu'on va pouvoir améliorer via des points qu'on va débloquer, donc soit dans ce fameux mode de opération, voilà, c'est ça. Voilà. Ainsi, je suis. Tu suis tout à fait. Très attentif. Ainsi que dans le mode multijoueur, et ces fameux points en fait vont servir de 2 manières. Donc soit on pourra les dépenser dans du cosmétique, donc c'est-à-dire tout notre personnage est intégralement customisable, donc du casque, des gants, le plastron, les bottes, enfin tout ce qu'on veut. On peut lui mettre des petits insignes, des petits emblèmes, on peut changer les couleurs. Donc ce qui nous permettra de tout rose. Voilà, il y a pas le rose pour l'instant, mais il y a violet, mais violet dégueulasse. J'aime bien le violet, mais là il est vraiment pas beau. Donc on a vraiment la possibilité de faire les Power Rangers si on a envie, ou au final faire une escouade, on va dire, d'Ultramarines très raccord et roleplay. C'est ce qu'on est en train de faire quand on joue ensemble.
Et c'est vrai que ça, c'est un gros plus parce qu'au final, on se dit, est-ce que je veux cette capacité-là ou est-ce qu'au contraire, je voudrais plutôt améliorer mon skin ou améliorer mon arme. Donc ça nous oblige vraiment à y aller à tâtons et à évoluer comme on a envie d'évoluer notre personnage en fait. Donc tu le sais, moi j'aime bien jouer à la Barbie avec mes persos quand je joue dans un jeu vidéo. Donc autant dire que j'ai mis énormément de points d'XP dans le custom de mon personnage, donc pour qu'il ait vraiment la classe. Et là je commence à développer, bon je suis à plus de 50 heures, mais je commence à développer, on va dire, la partie plus technique de mon personnage en tout cas. Tu as trop manqué de Barbie durant ton enfance, je pense, Kira, donc tu te rattrapes. C'est une façon pour toi d'extérioriser ce mal-être que tu as eu enfant, donc voilà. Voilà, j'assume mon côté féminin. J'aime bien que mes persos ont la classe et donc du coup, je joue à la Barbie avec mes persos pendant 250 ans. Donc je passe 3 heures dans les modes de création de personnages à chaque fois. Ce qui est d'autant frustrant, parce que tu passes 3 heures dans un mode création, mais finalement le jeu te plaît pas et t'arrêtes au bout d'1 heure. Donc en fait, j'ai une simulation de création de personnages. Avec certains RPG. Ouais. Il faudra inventer le concept où le jeu c'est que de la création de personnages. Ouais, carrément. Donc toi, du coup, ça arrive. Pré-vitrine. Ça m'est arrivé dernièrement, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc les missions du mode opération donc sont conçu pour offrir une variété d'objectifs et surtout d'environnements différents. Par exemple, certaines missions vous demanderont de poser des charges explosives, de détruire des structures ennemies, tandis que d'autres nous demanderont d'affronter des boss exclusives à cette à ce mode-là. Donc c'est des boss qui sont vraiment pas du tout présents dans la campagne, mais c'est pas juste des skins en fait de boss ou de color swap, c'est vraiment des boss totalement différents. Donc ça c'est plutôt cool. À côté de ça, on va même découvrir des petites énigmes, donc des énigmounettes, on va dire, qui va nous permettre de débloquer telle ou telle situation. Et donc c'est bien, c'est que ça nous permet de jouer certains objectifs de façon coop et de le jouer davantage roleplay en fait. Et c'est quand même ce qui m'a plu dans ce mode-là. Donc on a également de la défense de position, de l'élimination de cibles spécifiques. On va forcément naviguer vers des environnements hostiles. Et là où c'est intéressant, c'est que ce mode de jeu va ajouter un système de semi-procédural, c'est-à-dire les ennemis vont pas arriver au même endroit, les caisses de loot seront pas au même endroit en fait, donc même si les maps sont les mêmes, tout change autour. Donc chaque partie en fait est différente et en fonction du mode de difficulté, les ennemis ne sont pas simplement des sacs à PV plus puissants, on va se retrouver avec des ennemis beaucoup plus nombreux en fait. Ok, ouais, ça permet de rajouter de la diversité comme un roguelike, hein, ça permet d'avoir des parties différentes, de mixer un peu les plaisirs. Donc pareil, plus on va augmenter dans les modes de difficulté, plus on aura des récompenses plus importantes. On va également avoir des points d'XP spécifiques qui vont pouvoir nous débloquer tel ou tel skin par exemple. Donc ça reste aussi intéressant pour les gens qui ont envie de compléter, on va dire, cette espèce de collection. Pour la partie multijoueur, donc le Saber a opté pour un système de jeu type Game as a Service en fait. Donc cela signifie que le jeu continuera à recevoir des mises à jour régulières et du nouveau contenu. Donc ce qui a été annoncé dans une roadmap qui va courir jusqu'en décembre 2025. Peux-tu expliquer à quoi sert le modèle Game as a Service pour les gens qui débutent en fait? Pourquoi les éditeurs ont tellement envie de faire ce genre de mode? Pas du moins ce genre de contenu. À mon sens, ça sert à fidéliser le joueur, le faire tenir sur la durée, parce qu'on comptabilise de plus en plus le succès des jeux au nombre de joueurs actifs. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé. C'est Xbox en plus. Au-delà des ventes, tout à fait. Au-delà des ventes qui avaient donné un peu cette mode-là. Donc, ça permet aux joueurs de se renouveler, d'être toujours présents sur la plateforme, de consommer, d'être actifs du coup. Et en plus, c'est plutôt sympa. Leur roadmap, elle est intéressante à Warhammer avec un mode, je crois, épique ou un truc un peu hardcore qui sort fin 2025. Ouais. Donc ça permet de renouveler l'expérience et garder les joueurs sur le long terme. C'est ça, c'est tout à fait, c'est de la rétention de joueurs du coup sur le long terme, et aussi les développeurs ont promis des événements réguliers comme des défis et des mises à jour avec des events particuliers sur un week-end ou sur une semaine, donc vraiment tout ce qui existe pour la partie Game as a Service, mais contrairement aux GATS, on va les appeler comme ça, aux GATS habituels, leur but c'est pas de te faire passer à la caisse, parce qu'encore une fois toutes les mises à jour sont gratos, donc si tu veux ton Season Pass, tu prends ton Season Pass, mais la porte d'entrée du jeu, ça reste le jeu de base en fait. Oui, et puis un joueur actif en emmène un autre, c'est du multi, avec un mode solo qui est multi aussi. Donc ça permet de vendre le jeu sur la durée. Tu vends pas du contenu additionnel, mais tu vends ton jeu sur la durée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il faut pas se fier qu'aux chiffres de vente au moment de la sortie d'un jeu. Maintenant, les jeux ont plutôt vocation
à se vendre sur la durée. Bah surtout quand on voit le coût des jeux, malgré que ce soit un double A, oui. quand on compare à des triple A actuels, c'est vrai que le but, si tu gardes tes joueurs 1 an, 2 ans, 3 ans comme ça, forcément ça te permet de développer éventuellement des extensions, des suites et surtout de faire parler de ton studio, quoi. Ouais. Pour la partie PVP, donc pour l'instant il y a uniquement 3 modes. Donc on va avoir le mode annihilation, c'est du classique, un combat à mort par équipe, objectif c'est d'éliminer le plus d'ennemis possible. Voilà. Il y en a un autre qui s'appelle Siege Ground, donc là les équipes doivent capturer et tenir des points stratégiques sur la durée. Et pour finir, on a le capture et contrôle, donc c'est un simple capture de flag en fait, on doit prendre des objectifs ennemis et spécifiques à certains moments. Donc c'est maximum 12 joueurs, donc ça est du très très classique, ça marche bien car c'est très équilibré, et ça sera surtout enrichi au gré des mises à jour. Là où je voulais faire un petit point, en fait, surtout, j'ai parlé au début de Gears of War, et je voulais comparer les deux, parce que beaucoup de personnes comparent ces deux titres, pas forcément à juste titre, mais c'est surtout pour leur similitude visuelle et thématique. Donc, il y a quand même des différences significatives, notamment en termes de gameplay. Les deux jeux utilisent donc une perspective à la 3e personne, certes, mais là où un jeu comme Gears of War en fait va privilégier le système de couverture, on va dire, donc on va se cacher derrière telle ou telle chose. Shooter cover. Voilà, c'est ça, c'est un cover shooter. On va avoir le même principe de soldat imposant, mais là tout va se baser là-dessus en fait. Et ce n'est pas le cas pour Space Marine en fait. Space Marine, eux, va vraiment se concentrer sur l'attaque de mêlée. Essentiellement, c'est vraiment la composante principale même, on va dire, du gameplay au-delà des flingues. Enfin bon, en tout cas, c'est ce que je préfère, et va nous obliger à être tout le temps en mouvement en fait, contrairement à Gears of War par exemple qui va permettre... T'es plus statique. Voilà, parce que Gears of War, tu sais, c'est un système de soins automatique où en fait ta barre de vie va remonter quand t'es caché. Là, ta barre de vie ne remonte pas automatiquement. Si tu veux remonter ta barre de vie, tu vas devoir trouver des medikits, voilà, ou alors faire des esquives ou tuer des ennemis d'une certaine manière, ce qui va monter là par contre ta barre de bouclier. Donc tu vas avoir 2 barres à gérer, donc la barre de vie, la barre de bouclier, et pour ça il va falloir te battre donc au corps à corps. Donc quand tu te bats au corps à corps, donc tu vas avoir soit ton glaive, soit ton épée tronçonneuse par exemple, ce qui va te permettre de poutrer de l'ennemi à la chaîne. Derrière, on a un système de parade. Donc, quand on a un petit cercle bleu qui apparaît, là, ça veut dire qu'on peut éviter l'ennemi. Donc, généralement, on le tue en one shot, ce qui va nous remonter une barre de notre barre de bouclier. Donc, la barre d'armure, il y a 3 barres et on peut en avoir une 4e à partir du mode opération, donc c'est pas le cas dans le mode campagne, qui va nous permettre en fait d'avoir une barre provisoire en plus, donc ce qui permet d'avoir un perso beaucoup plus solide. On a aussi un système d'esquive, donc en appuyant 2 fois sur la croix, on peut faire une roulade. Ça c'est quand le petit rond de l'ennemi qui t'attaque est orange. Ah, bon. Orange ou rouge, oui, ça dépend si t'es daltonien ou pas. Ce qui permet d'esquiver l'ennemi et d'éviter de se faire saigner direct. Et pareil, une esquive parfaite peut te permettre de récupérer aussi un petit peu de bouclier en plus. Pareil, il y a des systèmes donc de finish à la Mortal Kombat où on va choper les ennemis, on va les éclater de façon très très classe et jouissive. On sent vraiment la puissance de l'ultramarine, parce que pour un fois un ultramarine ça fait presque 2,50 m de haut, contrairement à un humain lambda dans une armure gigantesque, donc on sent bien la puissance des mecs. Et parfois on a un petit QTE qui apparaît très discret, c'est-à-dire on a une petite cible qui apparaît à côté d'un ennemi, et si on tire dans le sens quand il est affaibli, on va dire, on peut le tuer en one shot avec son arme de poing, donc avec son flingue par exemple. Et ça quand même c'est très très cool, parce qu'encore une fois c'est archi cinématographique. Au niveau des plus et des moins, donc je vais pas m'étaler plus sur le jeu, je vais vous laisser un petit peu la découverte. Donc moi j'ai noté la direction artistique dans mes plus, le mode coop qui est vraiment essentiel pour moi au plaisir de jeu. Tout seul c'est sympa, mais c'est vite répétitif, mais en tout cas en coop c'est cool. La VF est très bonne, le lore Warhammer forcément qui est incroyable. Là, j'ai découvert des choses, j'ai l'impression d'avoir découvert un iceberg, tu sais. J'avais un glaçon au-dessus de l'eau et en dessous j'ai la terre. Donc tu vois un peu le délire. Le gameplay qui est très très bien, qui est vraiment aux petits oignons, bien équilibré. Toute la partie corps à corps qui aurait pu être casse-gueule sous des nuées d'ennemis, ça passe super. Le mode opération qui est très très cool et vraiment qui sera agrémenté en plus au fur et à mesure, donc c'est vraiment le mode que j'ai préféré. Le trio de personnages principaux que j'ai trouvé crédible dans leurs interactions, parce qu'au début ils peuvent pas se saquer, et plus ils vont avancer, plus ils vont communiquer entre eux, et on sent quand même cette volonté de faire des ultramarines crédibles. Le jeu est épique, mais vraiment épique de chez épique. J'ai vu des moments, ça m'a décroché la mâchoire tellement c'était ouf. Au niveau des moins, la musique que je trouve vraiment anecdotique, à part le thème principal et 2-3 thèmes par-ci par-là,
il y a rien à voir, on va dire. Ça manque de variété dans les ennemis pour le moment, malgré qu'ils vont en rajouter d'autres. C'est un poil répétitif sur le premier tiers du scénario. Si on n'accroche pas au jeu, on va faire un peu toujours la même chose, ce qui peut être gênant. Un peu comme Helldivers 2 en fait, hein. C'est vraiment du jeu avec une boucle de gameplay qu'il va falloir maîtriser. Et au fur et à mesure qu'on augmentera la difficulté et qu'on va améliorer notre personnage, on aura des nouveaux coups possibles. Mais voilà, ça peut être répétitif au début. Et l'histoire principale qui ressemble à un gros tuto en fait. Quand tu joues à l'histoire principale, c'est vraiment pour te présenter, j'ai l'impression, toutes les classes de personnages. Voilà, la campagne. Tu l'as fait un peu avec moi. C'est vrai que quand t'avances dans la campagne, à un moment tu vas te retrouver avec un jetpack, à un moment tu vas te retrouver avec un fusil de sniper, et j'ai l'impression en fait que la campagne te fait tester tous les différents archétypes de personnages pour avancer en fait, et c'est vraiment à partir du mode opération que le jeu prend tout son sens, tu vois. Ouais, certainement, parce que moi sur le mode campagne, enfin sur le mode solo que j'ai fait, le mode histoire, je l'ai trouvé vraiment très faible, ce mode-là, que ce soit d'un point de vue même mise en scène qui est quasi inexistante, avec des visages des personnages qui sont vraiment très mal animés. Enfin, moi j'ai trouvé la campagne, elle est très cool parce qu'elle est jouable en multi. On la ferait pas en multi, je pense que le jeu je l'aurais très vite lâché, parce que en fait oui, tu l'as dit, on fait toujours la même chose, il y a zéro mise en scène. Et en plus, il y a quand même une certaine linéarité, tu vois, qui s'installe même au bout de 2-3 heures. Enfin, l'entrelac que tu as expliqué du mode multi en ligne et la campagne principale, je pense qu'il est nécessaire pour apporter un souffle que la campagne principale n'a pas. C'est vraiment pas un jeu, en tout cas, à faire, je pense, que sur la campagne principale, parce que là, moi, je lui trouve aucun intérêt à cette campagne. Par contre, c'est cool à plusieurs, on s'amuse, mais en-delà de ça, le jeu a pas grand-chose à proposer sur sa campagne principale. Oui, puis sur la partie campagne principale, comme je te disais, le début est un peu répétitif parce qu'on a les mêmes types d'ennemis, mais à partir on va dire du premier tiers de la campagne, il y a des événements qui se passent, qui fait que ça renouvelle l'expérience de jeu, et surtout ça renouvelle le gameplay, ce qui est plutôt cool. Pour la mise en scène, je suis totalement d'accord avec toi, la mise en scène est vraiment quasi inexistante. Les visages sont pas très beaux, c'est vrai. Par contre, au niveau des décors, au niveau des les lumières, nombre d'ennemis affichés à l'écran, même au niveau des couleurs, au niveau des textures, on se retrouve vraiment sur certaines planètes. Au début, on est dans une forêt aussi basique, tu vois, et la forêt elle est pas ouf, c'est vraiment le niveau que j'ai le moins apprécié, et ça dure sur le premier tiers du jeu. Horrible. Et le problème, c'est que c'est le début du jeu, tu vois, quel choix bizarre d'avoir mis des niveaux. Ils sont horribles, quoi. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression d'un jeu, tu vois. C'est standard et c'est générique. Par contre, dès qu'on commence à aller sur une certaine planète où là, on va se retrouver avec des décors qui rappellent un petit peu, un Dark Souls ou avec des cathédrales, peut-être un peu futuristes par moment et tout, où là, on va vraiment avoir cette proposition qui diffère. Et au fur et à mesure, à partir de là, on se prend claque dans la gueule sur claque dans la gueule, tu vois. On se dit, waouh, putain, c'est beau, j'avais pas vu ça, ça, c'est trop cool. Et on va se retrouver vraiment avec un côté next-gen très prononcé qu'on n'a pas au début du jeu, en fait. Et c'est vrai que à une époque où les jeux comme ça, les gens abandonnent assez rapidement les jeux parce que c'est devenu du consommable, c'est quand même assez couillu en fait de faire ce genre de choses. C'est presque même un mauvais choix, je pense, parce que les premiers niveaux sont vraiment en cata. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça très bien, les premiers niveaux. Le niveau auquel on pense là, avec quand ça commence à avoir de l'architecture et tout, ça a de la gueule. Moi, j'ai moins eu ce côté next-gen, mais comme on discutait quand on jouait, je sortais de très gros exclus aussi next-gen, donc qui envoyaient vraiment, ça peut jouer. Mais moi, c'est plus les ombres, les lumières, que j'ai trouvé très jolies. Enfin, il y a quand même une direction artistique qui, de toute façon, fait partie du lore Warhammer qui est exceptionnel. Ça, le jeu, il avait juste à le prendre, le mettre, et en ça, c'est absolument, la direction artistique est folle, ça c'est clair. La DA, elle envoie vraiment du bois, et toute la partie, on va dire, le dernier tiers du jeu, moi, vraiment, il m'a éclaté la rétine. Hein. Vraiment, tout ce que ça m'affichait à l'écran, entre les particules, les machins, on sent vraiment que le moteur, il envoie, quoi. Et ça deviendrait peut-être un de mes plus beaux jeux que j'ai joué cette année, c'est sûr. Et du coup, je vais conclure. Warhammer 40 000 Space Marines 2 est donc un jeu qui tient toutes ses promesses, donc une expérience fidèle et sans microtransactions, je tiens à le préciser encore une fois, en passant par une aventure solo jouable en coopération, bien qu'un peu fade, et un système de jeu, on va dire, multijoueur très accessible. Pareil, pour le multi, il faut passer par le hub du jeu, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de menu. C'est-à-dire, une fois que vous avez débloqué le vaisseau principal, c'est là que vous pouvez accéder au multijoueur, en fait. Donc ça aussi, c'est important, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Et tout a été pensé pour offrir aux joueurs une expérience de jeu intense et respectueuse. Ce jeu est une véritable lettre d'amour à l'univers Warhammer 40 000, et c'est un must pour tous les fans de la franchise, et bien sûr, tous les fans de TPS nerveux. Donc je ne pourrais que vous le recommander très chaleureusement. Ça fait un très
très beau cadeau à mettre sous le pied du sapin, du coup. Ah bah c'est clair que pour les vraiment, hein, si vous avez envie de faire plaisir à des personnes qui sont un peu dans ce mood-là, allez-y, foncez, parce que je l'ai fait aussi découvrir à d'autres personnes qui ne sont pas coutumiers de ce genre d'expérience, et c'est pareil, ils m'ont appelé genre mais c'est addictif ton truc en fait. Bah ouais en fait, c'est une fois que tu commences à mettre la pièce, tu te fais embarquer le bras direct. En tout cas, c'était très intéressant la comparaison avec Gears of War parce que je me suis trompé. En fait, tu sais, on en parlait en jouant justement du côté Gears of War-like, mais en fait, avec les précisions que tu as apportées, c'est vrai que c'est des jeux qui ont une philosophie totalement différente. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est pour ça que c'est une précision. Mais même moi, vraiment quand j'ai très vu les premières bandes annonces, je me suis dit putain, trop cool, un Gears of War sauce Warhammer, quoi. Et en fait, c'est quand on l'a en main qu'on s'aperçoit que pas du tout. Pareil, la DualSense, moi je le fais sur PlayStation 5, la DualSense est plutôt bien utilisée, avec les gâchettes qui durcissent en fonction des armes qu'on va utiliser, avec les gâchettes qui peuvent se bloquer quand on n'a plus de munitions. Le système de vibration aussi change en fonction du territoire, ce qui est plutôt cool aussi. Si on a un jetpack, ça va pas vibrer de la même manière. C'est pas Astrobot, c'est clair. Par contre, ils ont eu le mérite de faire l'effort. On pourrait conclure de Warhammer Space Marine 2 vibre et durcit à volonté. Donc franchement, voilà, c'est ça. C'est donc ça vibre, ça durcit à volonté. Ça peut plaire aux plus exigeants et adultes d'entre nous. Ainsi se termine donc mon test de Warhammer. On va passer sur ta petite chronique ou nette de ta bande dessinée. Vas-y, on t'écoute. Je suppose que tu nous as sélectionné une petite musique avant. Oui, il y aura une petite musique un peu japonisante qui vient d'un jeu vidéo toujours, donc trouvez-le, et si vous le trouvez, vous avez gagné notre estime. Mais c'est vrai que j'ai prévu une petite chronique connaissant ton amour pour ce jeu Warhammer Space Marine 2. J'ai fait court. Donc ça s'appelle Les larmes du yokai. Donc à la scénarisation, on a Loïc Clément, au découpage Stéphane Benoît, dessinatrice Margot Renard et en coloriste Grelin. Donc la BD est éditée chez Glénat, elle vient de sortir le 11 septembre 2024. 88 pages la bande dessinée. Qui est pas la meilleure date de tous les temps. Je n'osais pas faire de vanne là-dessus, tu vois. Mais 88 pages, je disais, c'est généreux pour une BD, 88 pages, hein, ça commence à faire un bel album. Ça vaut une quinzaine d'euros sur le site de Glénat ou ailleurs. Et donc on se retrouve, Kira, on verra dans un petit Japon féodal avec des katanas, un duo improbable, une histoire sombre d'abeilles. Donc c'est pas Maya l'abeille, j'anticipe aussi la vanne que tu allais faire, j'en suis sûr. J'aime trop les abeilles. Je suis sûr que tu allais la faire. Non. Le miel et les abeilles. Non plus. Je l'avais vu venir aussi celle-ci. Si, je le savais. Je t'avoue que si j'avais de la place, je mettrais une ruche chez moi. Enfin, du moins, si ça allait pas tuer mes voisins, je l'aurais fait. Alors ça se met pas chez toi par contre, ça se met plutôt à l'extérieur de chez toi. Non, pas chez moi, dans mon jardin, tu vois. Non, mais j'aime vivre dans le danger, moi. Ah d'accord, ok, non. Donc plongeons-nous dans cette petite histoire drôle et féerique. C'est aussi à l'approche de Noël, je vais proposer 2 bandes dessinées, celle-ci plus une chronique qui va arriver, qui font des très bons cadeaux de Noël. Et donc enquête, combat magique et le thème écologique. Les larmes du yokai est un condensé d'aventures débridées. Donc ça, c'est ce qui est noté à l'arrière de la BD. Donc on vous laisse avec la petite musique et on attaque la chronique juste après. Tu sais que je le laisserai ça. Ouais. Donc l'histoire. Caleb, c'est le prénom de notre petit héros, donc qui est un petit chat samouraï. Donc déjà ça te plaît aussi, Kara, les petits chats samouraïs, avec ton amour des chats? Les petits chats, tout à fait, j'aime beaucoup les petits chats, c'est très cool, et donc j'aime bien lire des histoires avec des chats. Et c'est un chat samouraï qui a un mauvais caractère, donc tu vas me dire jusque-là normal, c'est un chat. C'est un chat, ça fait la gueule tout le temps. Donc ce petit chat est un enfant adopté d'une grande famille de hérons majestueux. Donc les hérons en plus ils sont majestueux et héron l'oiseau. Petit patapon. Ouais. Je savais aussi que t'allais la faire. Béni des dieux, donc cette famille, ce couple de hérons est béni des dieux parce que malheureusement ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais au détour d'une coïncidence de la vie, ils trouvent un petit panier avec un petit chat dedans qui va devenir leur enfant adoptif. Et c'est ce fameux Caleb. Donc il se retrouve lui finalement héritier d'une très grande famille
de samouraï, et il hérite d'un katana magnifique qui renferme une larme de yokai, justement, donc qui est l'âme d'un yokai. Hein. Le yokai, dans le folklore japonais, c'est un esprit magique, donc qui octroie des pouvoirs assez incommensurables à son porteur. Donc notre cher Caleb, fort de son sabre magique, il entreprend un voyage, une fois à l'âge adulte, où il décide, un peu pour flatter son ego, hein, parce que là aussi on est toujours sur un chat, et il a vraiment le caractère d'un chat, un peu égocentré. Un chat, et tout à fait. Qui pense qu'à lui, mais quand même, il veut trouver le succès auprès des gens en enquêtant, en aidant les gens. Donc c'est un enquêteur, et comme tout enquêteur, à la Sherlock, il a un acolyte, il a son Watson, donc qui est son domestique, Douglas, donc qui est un grand chien à qui on voit pas les yeux, tu sais, il a les poils devant les yeux tellement qu'il a une frange énorme. Sauf que ce domestique essuie tous les plâtres de son maître, un peu déjanté et évidemment très exigeant. Là aussi, hein, vous en doutez, c'est un chat. Mais c'est bon, j'arrête après avec les chats. Vous avez compris que moi et les chats, ça fait deux. Surtout que t'es allergique aux chats. Chaque fois que tu viens chez moi, t'as 2 doigts de mourir. Voilà, exactement. Je tiens à le dire, à chaque fois qu'il vient à la maison, il y a peut-être pas des épisodes la semaine suivante. Hein, ça arrive. On verra demain. Hein, ça se trouve, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Hein, désolé. Donc c'est pour ça que c'est ma seule interaction avec un chat récente où j'ai pas éternué, c'est cette BD Les larmes de yokai. Mais en tout cas, ce périple a emmené notre petit chat à enquêter sur la mort inexpliquée en grande quantité d'abeilles. Donc on sait à quel point c'est un désastre en plus la mort des abeilles dans le monde. Donc notre petit chat va, avec son acolyte, va enquêter là-dessus. Donc histoire qui nous réserve plein de surprises, je pense que tu t'en doutes, Kira, en 88 pages, sachant que oui. L'univers, parlons-en, je l'ai dit un petit peu en intro, mais on est dans un Japon féodal imaginaire, donc un truc ultra coloré, avec les temples, avec les katanas, du coup avec les kimonos, avec les tenues, bref, on y est. Et j'aime bien, si tu veux, on est dans un monde qui se veut quand même un petit peu capitaliste, tu vois, où t'as des méchants qui veulent exploiter les ressources pour gagner de l'argent sur le dos du peuple, etc. Donc il y a ce côté un peu... Ouais, voilà, il y a ce côté très contemporain du message, bien que finalement, je pense que ça a tout le temps existé, surtout au temps de la royauté et autres. Mais qui est mis en opposition avec le côté magique, nature. Donc moi j'ai toujours aimé quand il y a un petit peu ce yin et ce yang dans les propos. Ça me rappelle toujours un jeu que j'adore, tu sais, j'en parle souvent, mais je sais même pas si tu l'as fait, c'est Arcanum Sortilège Engrenage, où c'est un RPG à l'ancienne, hein, édité par Sierra, donc c'est pas tout jeune, où justement il y a cette dualité de la magie et de la technologie. Là on a dans cette BD, on a un petit peu la dualité de la magie et de tu vois, l'exploitation des ressources. Et c'est toujours intéressant, je trouve, c'est de mettre des thèmes comme ça en opposition, parce que on a cette fresque qui met en avant la nature, l'harmonie, la magie, les esprits et l'avarice des hommes, le profit, le pouvoir, et ça fait une petite sorte de lutte des classes en plus qui est intéressante. Et on peut dire clairement, Kira, et ça je pense que c'est ce que tu aimerais de cette bande dessinée, c'est qu'elle a un rapport à l'environnement, la nature. Tous les deux on adore les animaux, la nature, l'écologie, tout ça. Et sur ce thème, le thème là il est abordé de façon simple, ludique, cohérente, et surtout pas de façon un peu paternaliste ou donneuse de leçons. Tu vois, moi j'aime pas du tout l'écologie qui donne des leçons aux autres. Je préfère quand... Celle qui fait réfléchir. Voilà, celle qui fait réfléchir, celle qui est expliquée simplement, ludiquement, qui nous parle, qui fait partie de notre quotidien. Et en ça, la bande dessinée parle d'écologie, mais sans vous en faire un tapage. Donc vous pouvez vraiment, faut pas que ce soit un frein pour vous. Et enfin, il y a un rapport aussi qui est intéressant dans cette bande dessinée, qui est celui de l'enfant adopté, donc des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. La relation du maître et de son domestique, tu vois, qui est un subordonné, il le fait bien savoir, sauf on se rend compte que les maîtres ont besoin des autres aussi pour exister. Oui, carrément, ouais. Donc tu vois, il y a ce côté où finalement tout le monde a un peu sa place quand même, qu'on soit domestique ou maître, on a tous notre rôle à jouer. Et il y a un autre duo de personnages qui intégrera notre équipe. Les personnages qu'on suit, donc je dirais pas qui ils sont pour garder le suspense, mais ils sont intéressants et bien travaillés. Donc si tu veux, il y a quand même un soin qui est apporté à ces personnages qui les rendent vraiment attachants et très bien dosés, tu vois, et subtilement écrits. Je vois, oui.
Le style graphique, parce qu'on parle d'une BD, donc c'est évidemment un pan très important de l'œuvre. C'est même un art visuel, donc c'est pour moi une des choses les plus importantes, parce que c'est ce qui a les gens repèrent en premier avant d'acheter leur bande dessinée en tout cas. Bah, tu sais que moi tu as raison, je fais partie de ceux qui achètent à la couverture, hein, vraiment encore aujourd'hui. Oui. Je passe dans le magasin, je vois une belle couverture, c'est ça qui me fait acheter une bande dessinée plus que des avis Google ou autre, donc tu as raison. Avoir une identité forte, c'est important, et la BD en a une. Mais juste avant de parler vraiment du style graphique, je vais parler de la couleur, qui est vraiment somptueuse, qui est très belle, et elle sert le propos. Par exemple, il y a des teintes sombres et lugubres quand on est plutôt sur des moments un peu angoissants. On a du rouge, des couleurs plus vives quand c'est des moments d'action, de tension, parce qu'il y a des vrais moments de combat au katana, au sabre, il y a de la vraie bagarre, quoi. T'as des couleurs vertes, de la bagarre, t'as des couleurs vertes et douces quand t'as des moments de résolution, d'apaisement. Enfin, la couleur, et donc j'ai cité le coloriste au début, qui a un CV assez intéressant, enfin qui est très complet. On sait que c'est quelqu'un de très talentueux, qui fait aussi du jeu vidéo, enfin quelqu'un un peu de touche à tout. Il maîtrise très bien son art, et c'est ça la bande dessinée par rapport au manga, c'est qu'elle a l'intérêt de la couleur aussi, donc faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et là ici la couleur en a une. Et le point donc du dessin, c'est ce qui m'a un petit peu désarçonné au début. Moi, ça a été mon point qui m'a un petit peu rebuté, parce qu'on est, bien que la dessinatrice maîtrise parfaitement son truc, c'est vraiment plus une question de goût. Elle maîtrise son style, elle maîtrise son art, mais c'est quelque chose de très cartoon. Tu vois, c'est des animaux un peu à la, je sais pas, à Tex Avery, tu vois, un peu à des proportions un peu ratatinés, petits, un peu enfantins, si je puis dire, tu vois. Mmh. Donc le Chara Design, c'est pas tout à fait ma came, j'avoue, je préfère quand c'est plus réaliste, à une BD de Les Royaumes sans nom par exemple, qu'on cite souvent. Là on est vraiment sur quelque chose de très très cartoon. Par contre les environnements sont absolument sublimes. Donc si comme moi vous aimez pas trop ce style de dessin un peu enfantin cartoon, bah en fait parce qu'il y a ce style, tu vois, quand j'ai fermé la BD, j'ai fini, je me suis dit bah en fait finalement c'était vachement bien, je me suis vraiment pris au jeu, là où c'est un dessin qui me parle moins, tu vois, l'histoire m'a embarqué et le tout est cohérent en fait. Finalement j'aurais pas lu cette BD avec un autre style, même si c'est pas mon style de prédilection, bah, je trouve qu'il fonctionne bien parce que c'est une BD qui est très très humoristique, qui est très drôle, assez légère, et bah finalement le tout est cohérent, même si c'est pas, je te dis, mon goût de base. Bah, le fait est que le produit final est nickel, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois. Donc, en conclusion, tu vois, c'était rapide. Oui, tout à fait. Les larmes du yokai est une bande dessinée très agréable à lire, drôle, vraiment très drôle, avec un univers enchanteur, et surtout une bande dessinée qui rappelle un peu l'âge d'or de plein d'autres bandes dessinées. Pour moi, c'est un mix un peu entre Gaston Lagaffe, Astérix, Tex Avery, un peu tout ça mélangé à la sauce japonaise. Donc, c'est un album ultra généreux. Et comme je l'ai dit, qui sera parfait sous le sapin de Noël. Donc vraiment, si vous cherchez à faire plaisir à des personnes de tout âge en plus, hein, ça peut être un ado ou un adulte qui verra différents niveaux de lecture, qui pourra faire des parallèles avec notre société actuelle ou avec l'environnement. Enfin bref, on peut y trouver son compte. Donc malgré, ne vous fiez pas à ce trait cartoon et enfantin. C'est une BD qui a une vraie profondeur, une vraie cohérence. Et première petite recommandation pour Noël, c'est Les larmes du yokai, donc édité chez Glénat. Bah du coup ça a l'air plutôt cool en tout cas, j'aimerais bien, demain on se voit, du coup si tu peux me la montrer, que je puisse voir un petit peu le style de dessin que ça a. Et je la prêterai à ta fille si tu veux. Oh bah ouais, carrément. Donc c'est le moment de conclure l'épisode. Est-ce que t'as des big up avant de finir ? Deux petits big up, donc Curtis et Lezik qui nous ont envoyé un petit message sur le formulaire du site pour nous parler d'Astro, de Nintendo, pour nous dire qu'ils nous écoutaient et qu'ils aimaient ce qu'on faisait. Donc merci à eux. Merci les gars. Et Alexandre qui nous écoute sur YouTube Music. Donc son fils adore Zelda Tears of the Kingdom, donc épisode 33 de la Taverne du Gamer. Ça remonte quand même, on va dire qu'on est quasiment à l'épisode 100. Et oui. Et en parlant d'épisode 100, du coup, est-ce que tu veux faire un petit peu de teasing sur l'épisode de la semaine prochaine ? Alors, l'épisode de la semaine prochaine, on s'est un peu creusé le cerveau. Oui, donc, il y aura. On est parti loin quand même. On est parti loin. Il y aura une émission sur le thème 200, du sang, des sangs. Enfin, bref, sur le thème 200. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ça va parler de sang. Voilà, ça peut être le chiffre, ça peut être le sang. Enfin, ça va être en rapport avec tout ce que le mot sang veut dire. Et accompagné d'un petit concours. Enfin bref, on va marquer un peu le coup à notre niveau, évidemment, pour la 100e, mais ça risque d'être rigolo.
Voilà, donc surtout n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des big ups dans cette émission qui restera dans les annales des podcasts. Voilà, c'est le moment. Sans aucun doute. Je te laisse le mot de la fin pour terminer, et puis c'est good quoi. Eh ben écoutez, merci à tous pour votre fidélité, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, n'oubliez pas les 5 étoiles, merci beaucoup, c'est comme ça que vous êtes toujours plus nombreux justement, et écoutez, lisez des livres, dont Les Larmes du Yokai, jouez à des jeux vidéo, dont Warhammer Space Marine 2 avec surtout vos amis, voilà. Lisez des livres, Le Comte de Monte Cristo par exemple, regardez des films, peut-être le Joker 2 au cinéma, on verra si c'est bien. Et si vous avez aimé le premier, ça peut être cool. Écoutez de la musique aussi, on le dit jamais ça, mais écoutez de la musique, c'est vrai. Écoutez Queen, Michael Jackson, enfin les vrais sons quoi. Exactement. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.